Bonsoir, l'événement c'est bien sûr le très grave événement qui se déroule en France, l'assassinat d'un professeur à Arras. Nous recevons Marion Maréchal, merci d'être avec nous. Vous êtes parmi celles et ceux qui vont réagir à cet événement d'importance. Le degré d'urgence attentat est décrété en France. Tout à l'heure sur TF1, le ministre de l'Intérieur s'exprimait. Vous allez l'entendre, il parle surtout du profil de l'assaillant islamiste sur lequel portait de très lourds soupçons sur lui-même et sa famille. Écoutez ce qu'il dit des fichiers S et de la capacité de les renvoyer. Nous avons un drame qui est l'islamisme radical. Nous devons tous se combattre. On voit qu'il touche tous les pays occidentaux et tous les pays arabes aussi. Il touche toutes les sociétés. Il touche là aujourd'hui un établissement scolaire, hier une église, demain une synagogue. Donc il faut évidemment beaucoup de fermeté, notamment contre les étrangers délinquants. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nous avons expulsé 795 déjà fichiers S étrangers. On doit continuer à le faire. Marion Maréchal, une première réaction avant de vous entendre, qu'on comprenne bien l'enjeu. Donc, il est passé à l'acte à Arras. Son profil a été confirmé tout à l'heure par le procureur de la République. Radicalisé, islamiste, de très lourds soupçons sur lui-même. Il était écouté, suivi, il a été contrôlé hier encore. Et des membres de sa famille, l'un en tout cas, a été même arrêté pour complicité, pour malfaiteurs terroristes et pour apologie du terrorisme. Écoutez, j'écoute à l'instant Monsieur Gérald Darmanin. Je ne sais pas si l'honneur et la responsabilité existent encore en politique, mais manifestement Gérald Darmanin en est dépourvu. Parce que quand on voit que depuis l'affaire Samuel Paty et bien d'autres, je pourrais vous parler de l'affaire Lola, où cette jeune fille a été victime également d'une jeune femme sous OQTF. On pourrait parler de la basilique de Nice, un clandestin à l'époque tunisien de mémoire qui avait frappé une fois de plus par islamisme. On a encore un ministre de l'Intérieur qui non seulement n'envisage manifestement même pas de démissionner, mais même de se présenter en 2027 avec le bilan qui est le sien. Donc je suis atterrée, affligée et surtout scandalisée parce qu'il est l'incarnation que vous venez de résumer à travers la longue liste des défaillances de l'État, de l'effondrement en fait de la politique sécuritaire et migratoire dans ce pays qui conduit au drame que nous avons aujourd'hui. Donc moi j'ai envie de vous dire tout simplement, j'ai cru comprendre que ce professeur Dominique avait été d'un courage extraordinaire. Le président de la République le dit, il a aidé à sauver des vies. Oui, j'en ai assez que ce soit les Français courageux qui fassent rempart face à l'islamisme et plus le gouvernement. Voilà, je ne peux pas vous le dire autrement. Donc c'est beaucoup de colère qui m'anime ce soir en premier lieu. Marion Maréchal, entre la mort de Samuel Paty, c'était il y a 3 ans, et aujourd'hui, est-ce que vous estimez que quelque chose a été fait ou rien ? J'ai pas des cours d'empathie à l'école, j'imagine, des leçons de laïcité, voilà. Mais le problème, si vous voulez, c'est que face à ce genre de phénomène, ce qu'il aurait fallu faire en premier lieu, c'est déjà, alors je sais pas, il a l'air de découvrir aujourd'hui qu'il faudrait peut-être expulser les fichiers S pour islamisme étranger. Pourquoi cela n'a pas été fait avant ? C'est d'une absolue évidence. Faudrait-il aussi peut-être se poser la question aujourd'hui du poids également de l'immigration sur aujourd'hui le développement de cet islamisme, les réseaux également islamisme dans notre pays. On y reviendra, j'imagine. Je pense notamment aux frères musulmans qui font parler d'eux avec le Hamas aujourd'hui. Moi, je n'ai pas vu une réponse globale, parce que ça n'est pas qu'un problème scolaire, c'est un problème scolaire, mais c'est d'abord un problème de société qui s'exprime dans l'école. Marion Maréchal, vous ouvrez des chapitres qu'on va en effet développer, c'est-à-dire les réseaux islamistes en France, les moyens concrets, le lien avec ce qui se passe au Proche-Orient, et là-dessus, le ministre de l'Intérieur s'exprime très directement. Mais si on s'attarde d'abord au parcours de l'assassin islamiste, sur les soupçons qu'il pesait sur lui, à quel moment, selon vous, l'État aurait-il pu intervenir ? Né en 2003, nationalité russe, il viendrait de la communauté ingouche, cette minorité en Russie. Arrivé en France en 2008, fiché S, sous surveillance active depuis cet été, surveillance téléphonique et physique. Et il a été contrôlé hier. Non, mais il y a une question très simple, c'est ce pays a-t-il encore le droit de décider qui peut ou pas rester sur son territoire ? Manifestement pas. Enfin, en tout cas, c'est ce que nous explique le ministre de l'Intérieur. Nous avons là une personne qui est étrangère, qui n'a pas obtenu le droit d'asile, qui aurait d'ailleurs, je le rappelle, dû être expulsé avec sa famille en 2014, jusqu'à ce qu'un certain nombre de manifestants d'extrême gauche et d'associations, j'imagine largement subventionnés par l'argent public, se soient opposés à cette expulsion. Moi, je n'entends pas aujourd'hui que le gouvernement puisse nous dire, vous comprenez, il y a telles règles qui font qu'en dessous de 13 ans, quand on est arrivé en dessous de 13 ans sur le territoire, on ne peut pas être expulsé. Ça n'est pas audible, si vous voulez, vu la situation, qu'il existe aujourd'hui des règles qui permettent à des personnes qui veulent tuer des Français sur le territoire de rester sur le territoire français. Donc, je vais vous le dire très franchement. Déjà, commençons par appliquer la loi, parce que expulser un étranger, c'est possible quand il est en dehors de l'Union européenne. Quand les pays les reprennent, ce qui n'est pas toujours possible. Non, mais pardon, s'il faut, je ne peux pas être plus clair, s'il faut
faire un référendum sur l'immigration pour changer, adapter la loi, faisons-le. S'il faut entamer la politique de la chaise vide et un bras de fer extrêmement dur avec l'Union européenne pour obtenir gain de cause, faisons-le. S'il faut sortir de la Cour européenne des droits de l'homme pour arriver à nos fins, faisons-le. S'il faut faire une réforme constitutionnelle, ce qui sera certainement utile, ne serait-ce que pour étendre la capacité de déchoir de la nationalité des binationaux islamistes, faisons-le. Mais jamais rien n'est courageusement abordé. Voilà. Est-ce que ça veut dire même des lois d'exception? Est-ce que selon vous, le mot fait peur ou non? Est-ce que vous pensez qu'on est au stade de loi d'exception? Avant d'aller faire des lois d'exception, commençons une fois de plus déjà par appliquer la loi, c'est-à-dire de faire expulser des personnes étrangères qui n'ont rien à faire sur notre sol. Commençons déjà par réduire l'immigration. Commençons déjà par faire tout ce que je viens d'aborder avec vous. C'est-à-dire qu'à un moment donné, pourquoi, par exemple, le président de la République s'obstine-t-il à refuser le référendum sur l'immigration aux Français alors qu'il s'agit de l'un des rares sujets qui fait consensus dans la vie politique? Moi, je suis atterrée de voir que quand le président de la République prend la parole, à aucun moment, il ne pose la question de l'immigration dans le drame que nous vivons aujourd'hui. Alors, une fois de plus, ces personnes on reparlera volontiers de l'immigration, mais pour l'instant, on voit bien que c'est un problème de ciblage. Le problème ne sont pas les immigrés en général. D'ailleurs, rappelons qu'il y a heureusement beaucoup d'immigrés tout à fait honnêtes. Il s'agit vraiment d'islamistes qui, effectivement, sur lesquels pèsent de lourds soupçons et qui ne sont pas suivis en conséquence. Oui, mais très bien. Mais là, en l'occurrence, le ciblage n'était pas raté puisqu'il était identifié, comme souvent. Sans conséquence. Comme souvent d'ailleurs. Comme très souvent d'ailleurs, les personnes qui frappent, soit dans des crimes odieux, soit dans des cas d'islamisme, je pense notamment à l'affaire Lola, sont sous obligation de quitter le territoire français. Donc l'État a donné des ordres qui ne sont pas respectés. Donc c'est une faillite de l'État. Voilà. Et moi, je ne comprends pas aujourd'hui qu'une réponse plus globale ne soit pas apportée, qui ne tienne pas uniquement à la mise en place d'un État policier, parce que j'ai bien compris que maintenant, la réponse absolue et totale, c'est de dire qu'à chaque fois qu'il y a un drame, qu'on va mettre un policier derrière chaque citoyen. C'est évidemment totalement illusoire. C'est évidemment totalement illusoire même d'imaginer que nos forces de l'ordre ont les moyens de pouvoir suivre, j'ai le chiffre là, 5300 fichiers S pour radicalisation dans notre pays. Enfin, donc, à un moment donné, quelles sont les raisons pour lesquelles nous en arrivons là? Une fois de plus, immigration, réseau islamiste. Les réseaux islamistes qui aujourd'hui s'incarnent à travers un certain nombre de courants, et je pense notamment aux frères musulmans, et j'insiste beaucoup parce que les frères musulmans sont le même courant qui sont à l'origine du Hamas qui a frappé de manière barbare en Israël. Et ils ont un rôle important en Europe et dans le monde. Pire que cela, monsieur, ce soir, on lance l'urgence attentat. Mais il y a 3 jours de cela, le fondateur du Hamas, qui est généreusement réfugié à Doha, au Qatar, Qatar, pays dont je le rappelle qu'il bénéficie de largesse fiscale dans notre pays, grand ami de différents gouvernements français. Eh bien, cet homme a lancé un appel au djihad international, un jour de colère, un vendredi du djihad dans lequel il appelait tous les enfants de l'Oumma islamique à frapper. Voilà. Et bon, donc c'est aujourd'hui la réponse que nous avons. Donc à un moment donné, peut-on se poser la question de savoir si véritablement toutes les ramifications, notamment de ces courants frères musulmans en France, mosquées, écoles coraniques, clubs sportifs, clubs socio-culturels, librairies, sont véritablement identifiés et 2 interdits et combattus? Puisque vous abordez le sujet, on en reparlera plus tard, mais est-ce que vous estimez que certaines monarchies pétrolières comme le Qatar ont un rôle direct, une responsabilité directe par l'argent qu'elle donne à un certain nombre de réseaux? On le sait par exemple à Gaza, on va en reparler dans un instant. C'est vu, c'est vérifié, c'est attesté. Le seul fait, une fois de plus, que ce fondateur du Hamas trouve refuge au Qatar en est la démonstration. Ça n'est pas approuvé, mais la réalité, c'est que tous les faits, nous les avons. D'ailleurs, le Hamas, ça a été révélé, est l'une des organisations terroristes les plus riches du monde, par évidemment des moyens illégaux, par des taxes, mais aussi par de larges subventions de l'Union européenne, qui n'est pas toujours très regardante, c'est le moins qu'on puisse dire, sur la manière dont elle finance la soi-disant aide humanitaire. Je pense notamment à ces 1,8 millions qui ont été donnés à l'université de Gaza, qui est aujourd'hui tenue par le Hamas, qui a été fondée par le même fondateur du Hamas, et dans lequel un certain nombre de professeurs viennent appeler au meurtre des Juifs devant les élèves. Donc pour être précis, parce que là ici on l'a vérifié, c'est effectivement plusieurs organisations, dont certaines qui sont inattaquables, onusiennes et autres, mais il y a aussi des organisations effectivement qui ont des liens avec les islamistes. Là, en l'occurrence, l'université de Gaza, c'est attesté et le financement est attesté. Donc posons-nous aussi la question de la responsabilité collective, même en Europe, de l'Union européenne et j'ai envie de dire, de la cécité des politiques. Si on revient très strictement aux moyens concrets ici, il y a quand même un problème très très concret. Le fichier S, très, très soupçonné, mais qu'on n'a pas le moyen de mettre en prison. Qu'est-ce qu'on fait? Non mais
Attendez, Non, mais parce que vous balayez sur la cécité, mais je vais revenir, je vais répondre à votre question tout de suite. Mais moi, j'aimerais aussi qu'à un moment donné, on pose les responsabilités, parce que tout le monde se dédouane en permanence. J'ai entendu Gérard Larcher il y a quelques jours dire oui, c'est vrai, il y a peut-être une responsabilité collective. Non, il n'y a pas de responsabilité collective. Il y a des gens qui ont fait des choix politiques et qui n'en ont pas fait. Encore aujourd'hui, il y a des élus locaux. Je pense par exemple au maire LR de Valence, entre autres choses, qui se permet des ambiguïtés, des accointances douteuses avec les frères musulmans dans sa ville, qui a tenté d'octroyer des terrains qui, pour d'autres élus, financent illégalement des mosquées, qui font du clientélisme électoral. Pardonnez-moi, mais immonde. Voilà, le même clientélisme électoral qui est aujourd'hui celui, pour le coup, totalement décomplexé de l'extrême gauche, de M. Mélenchon et de tous ces gens qui sont... Je reviens quand même, bien sûr, parce que si on règle, mais si on ne le dit pas, si on ne répond pas à cela, si on ne dénonce pas cela, même si on ne poursuit pas et on ne condamne pas ça, à un moment donné, si vous voulez, les interlocuteurs aujourd'hui, mais il faut bien comprendre, les interlocuteurs les plus institutionnels des représentations aujourd'hui de l'islam en France, ce sont des gens qui font partie notamment des frères musulmans. Donc, quand on est dans l'opposition, on peut toujours varier, mais là... Ah non, j'ai pas varié, moi je dis la même chose depuis 10 ans, d'ailleurs je suis désespéré, j'ai fait une vidéo tout à l'heure, j'ai l'impression de dire la même chose qu'après le Bataclan, la même chose qu'après l'attentat de Nice. Cet islamiste soupçonné, il est là, il est fiché S. Il y a beaucoup d'éléments qui le soupçonnent, mais il n'y a rien de décisif. Qu'est-ce qu'on fait? Là, on a un fait très concret. Il est étranger. Oui. Il est étranger. À ce titre, il bénéficie de titres de séjour qui lui sont octroyés par le gouvernement, qui l'autorisent à pouvoir rester sur le sol selon la durée qu'il considère légitime. En l'occurrence, cette personne ne devrait pas pouvoir se maintenir sur le territoire au seul fait qu'il est considéré comme porteur d'un courant qui peut être dangereux pour le pays. D'ailleurs, il ne devrait même pas y avoir... Le simple fait même qu'un étranger, par exemple, sur le sol français, ne travaille pas ou ne subventionne pas à ses besoins, peut être un prétexte pour que le gouvernement puisse renvoyer la personne. Est-ce que vous êtes favorable, par exemple, est-ce que vous êtes favorable aux internements administratifs? Ils ont existé en d'autres temps. Churchill l'a pratiqué pendant la guerre. Juste avant la guerre, les militants nazis pouvaient être arrêtés en termes administratifs. Ça portait un nom, je crois que c'était la directive 18B. Oui, ça a été aussi pendant la guerre d'Algérie. Mais voilà. Est-ce qu'on doit en arriver, selon vous, à ce genre de situation d'exception? Pardon, je finis ma question. Dans le cas de Churchill, il était inattaquable. On peut pas dire que Churchill n'était pas démocrate. Donc des régimes très démocrates l'ont fait. Est-ce que, selon vous, on doit en arriver là? Dans des périodes de crise et de guerre, vous avez raison. J'espère que nous n'en arriverons pas jusqu'à la guerre. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avant, une fois de plus, d'en recourir à des régimes d'exception, commençons déjà par nous donner les moyens de fonctionner dans le régime, j'ai envie de dire, plus traditionnel. Et il y a des moyens. Je viens de vous le dire à l'instant. Là, on est face à une personne étrangère. On est face régulièrement à des personnes qui sont binationales. Étendons le périmètre de la déchéance de nationalité et expulsons ces personnes. Parce que le problème, c'est que de la rétention administrative, c'est que c'est à la charge des Français et ça reste sur le sol français et ça ne peut pas être extensible. C'est-à-dire que, par essence, ce dont vous parlez ne peut être que temporaire et ne peut pas être une punition extrêmement longue. Donc, de toute façon, la menace reste tant qu'elle reste sur le territoire français. Vous savez, j'ai les chiffres, je suis retombée sur cet article du Figaro de novembre 2020, qui avait retracé les 41 individus responsables des 29 attaques entre 2015 et 2020. Il y en avait 24 qui étaient issus de l'immigration dite musulmane, qui étaient 9 qui étaient étrangers réguliers, 6 irréguliers. Donc la majorité sont corrélés directement ou indirectement selon les générations avec l'immigration. Donc une fois de plus, quand ce mot n'est même pas prononcé par Emmanuel Macron, je vous le dis, nous n'en sortirons pas. Par ailleurs, pour revenir à l'école, quand vous importez massivement sur le sol français des personnes de nationalité étrangère, notamment arabo-musulmane, ne vous étonnez pas ensuite que les conflits qui touchent ces pays musulmans soient importés sur le sol français. Ne vous étonnez pas que quand vous êtes face à des classes où il y a parfois 80, si ce n'est 90% d'étudiants musulmans, dont on sait qu'ils sont de plus en plus radicaux dans leur rapport et leur volonté d'appliquer la charia, ne vous étonnez pas qu'il soit de plus en plus compliqué pour des professeurs de parler de laïcité, ce qui n'est plus audible puisque vous êtes minoritaire de toute façon à la base. Donc, une fois de plus, la réponse, elle ne peut pas être que de mettre un policier derrière chaque Français. Écoutez le choc des familles, en l'occurrence le choc des mères, qui ont passé de très nombreuses heures d'angoisse et qui réagissaient tout à l'heure. D'être au travail sans nouvelles, apprendre ça, c'est compliqué. Heureusement, il y a les téléphones portables. Donc, ouais, ça fait du bien d'avoir de ces nouvelles. J'espère qu'on ne verra plus jamais ça, c'est horrible. Je le souhaite à personne, vraiment. J'ai très peur et que ça ne devrait pas arriver. Et que je suis heureuse d'avoir récupéré mes enfants. C'est affreux. C'est désespérant, on attend désespérant. Et puis, on sait qu'il n'y a pas d'enfants touchés, donc déjà c'est déjà pas mal. Après,
on attend, c'est à sang d'encre, et puis et on sait qu'ils font classe par classe, et puis je le conseille à vue à personne, quoi. La réponse, on parle ici de démembrer des réseaux islamistes. Dans quoi est-ce qu'il faut entrer de concret? Écoutez ce que dit Gérald Darmanin à ce sujet. Il fait le lien, lui, entre ce qui se passe au Proche-Orient et ce qui se passe ici, entre le Hamas et Arras, pour résumer. Écoutez-le. Ce que je peux vous dire, c'est que d'après nos renseignements, d'après nos informations, il y a un lien, malheureusement, entre ce qui s'est passé sans doute dans le Proche-Orient et le passage à l'acte. On le voit d'ailleurs parce qu'il y a eu des appels, évidemment, qui sont tout à fait ignobles pour pouvoir passer à l'acte. Mais il y a aussi, évidemment, je crois, à se rendre compte de ce qui se passe. La protection des Juifs de France, c'est la protection de tous les Français. Est-ce qu'ici, vous approuvez le ministre de l'Intérieur? Bravo, quel scoop de se rendre compte qu'il y a un lien entre les deux. Une fois de plus, il y a 3 jours, il y a eu un appel au djihad public de la part du fondateur du Hamas. Ça n'est pas un scoop que d'imaginer et de savoir et de constater que la communauté, notamment juive, et nos compatriotes de confession juive en France sont particulièrement exposés, et ce depuis des années. Ils ont d'ailleurs fui un certain nombre de territoires dans lesquels ils sont particulièrement menacés. On l'a vu ces derniers jours, il y a une explosion d'ailleurs des actes et des provocations antisémites. Donc il n'y a rien de nouveau dans cela, mais moi je m'étonne d'entendre cela une fois de plus, parce que moi j'ai souvenir en 2002 de Gérald Darmanin allant visiter et féliciter d'ailleurs les représentants et les directeurs d'une mosquée frériste. Une fois de plus, ces fameux frères musulmans, aujourd'hui représentés par les musulmans de France, c'est le nom de l'association qui a remplacé l'ex-UOIF, qui est l'interlocuteur privilégié des préfectures, du gouvernement, dont on sait qu'il est affilié à plus de 200 mosquées. Comment faire le distinguo? Prenons l'exemple très précis des manifestations pro-palestiniennes. Je vous réponds tout de suite. Attends, juste là-dessus. En Autriche, ce courant des frères musulmans a été interdit après la suite des attentats terroristes à Vienne. Interdit. C'est-à-dire que tout ce qui se rattache idéologiquement, qu'il s'agisse des prédicateurs, de la littérature, des slogans, est systématiquement condamné et poursuivi si on identifie des personnes qui s'en font les détenteurs ou les relais. Il n'y a rien d'équivalent en France. Si nous avions cette arme législative, par exemple, nous pourrions commencer à démanteler ces réseaux et à détruire finalement ce qui contribue à la radicalisation et au développement de l'islamisme dans notre pays. Alors quel est le critère, parce que si on veut interdire vraiment un certain nombre d'organisations islamistes, il faut des critères. Quel est le critère? Parce que le titre de l'association, ça ne dit pas grand-chose. C'est quoi le critère? Non mais, alors, c'est ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire qu'en Autriche, c'est très clair, c'est-à-dire que vous avez aujourd'hui dans les frères musulmans un courant idéologique avec des prédicateurs, des penseurs, des ouvrages, des slogans, des devises. La devise des frères musulmans est la même que celle du Hamas d'ailleurs, qui n'a rien à voir avec la défense des Palestiniens, juste un djihad islamiste. Et tout ce qui touche à cela, toutes les personnes qui sont détenteurs, ou qui relaient cette idéologie d'une manière ou d'une autre, immédiatement sont poursuivis et condamnés. Évidemment, ça assèche. Encore faut-il se poser aussi la question, pardonnez-moi, plus indirectement, de tous ceux qui sont les idiots utiles aussi de cet islamisme. Je pense par exemple à toutes les associations d'extrême gauche, largement subventionnées par le contribuable, qui étaient les mêmes qu'on a vus dans la rue se féliciter de ce qui s'est passé à Israël ces derniers jours. Je pense à ces syndicats étudiants. Parlons-en, Comment faire la distinction? Parce que l'exemple des manifestations pro-palestiniennes est un bon exemple. Est-ce que vous faites le distinguo entre les manifestations pro-Hamas, qui est un mouvement terroriste, où il y a là une apologie du terrorisme, et des Palestiniens qui ont le droit, je finis ma question, qui ont le droit de manifester? On a le droit d'être pro-palestinien en France. Bien sûr, mais est-ce que ceux-là ont le droit de manifester vous avez raison de faire le distinguo. Il y a une différence entre la question palestinienne au sens strict et la défense d'un État palestinien et la défense du Hamas. Ce qui est insupportable, j'ai envie de vous dire, dans l'arrivée d'ailleurs de ces manifestations, parce que M. Darmanin nous parle de beaucoup d'autorité depuis 2 jours, le moment où il annonçait quand même que les manifestations étaient interdites, au même moment où Emmanuel Macron parlait, il y avait des milliers de gens dans la rue qui n'avaient strictement rien à faire de l'interdiction de l'État. Voilà. Donc tout ça pour dire quoi? C'est que ce qui est insupportable, c'est la concomitance. C'est-à-dire au moment où nous avons des bébés, des femmes, des vieillards qui sont martyrisés, on a des gens dans la rue qui vont se réjouir de la situation. Maintenant, ce qui est certain, c'est que la question du Hamas, plus directement, peut être l'objet de poursuites pour apologie du terrorisme. Mais je finis ma question pour être très précis. Est-ce que ça veut dire que vous êtes en ce moment pour l'interdiction de toutes les manifestations pro-palestiniennes, ou est-ce que vous estimez qu'on doit faire un exemple, Sydney? Ce qui s'est passé à Sydney est vraiment dramatique. L'enquête est lancée parce que les slogans ont été d'une violence inouïe. Gazer les Juifs. Ce sont des slogans qui ont été lancés par des groupes pro-Hamas à Sydney, où on est là vraiment dans l'antisémitisme le plus grave.
À côté de ça, il y a des manifestations pro-palestiniennes respectables. On a le droit d'être pour la création d'un État palestinien, par exemple. Comment est-ce que vous faites la séparation ? Eh bien, le critère en France, il est simple. Il est la défense de l'ordre public. C'est-à-dire que s'il y a un risque pour l'ordre public, attesté par un certain nombre d'indices, on peut interdire des manifestations. C'est le premier levier. Il n'est pas question, là en l'occurrence, d'empêcher les gens d'avoir telle ou telle position sur la géopolitique israélienne, sauf une fois de plus si on est dans la défense ouverte du groupe terroriste qui est le Hamas, et où là on est dans l'apologie du terrorisme. Ou évidemment dans des prises de position qui sont des prises de position racistes à l'égard ou antisémite à l'égard des Juifs. Est-ce qu'il faut là aller plus loin ? Est-ce qu'il faut aller plus loin même dans les arrestations ? On a vu dans certains cas des gens qui font l'apologie des affiches avec les parapentistes du Hamas qui viennent assassiner des gens. Est-ce qu'on tombe là ici dans le registre criminel ? Nous sommes d'accord qu'il y a évidemment une défaillance de ce point de vue-là. Nous avons vu une fois de plus des milliers de personnes dans la rue. Il y a eu de mémoire, je crois, 24 interpellations, ce qui est dérisoire. Et puis je demande à voir les suites judiciaires qui seront données. Je n'ai pas trouvé illégitime que certaines manifestations puissent être interdites, ne serait-ce que parce que il y avait un véritable risque de trouble à l'ordre public, un véritable risque de dérapage, vous l'avez dit, voire d'attentat au regard de ce qui avait été annoncé, et que surtout la plupart des participants qui sont dans ces manifestations, je pense notamment à des groupes antifascistes ou des Black Blocs, sont des groupes structurellement violents et dangereux, qui ont un terrible sentiment d'impunité. Donc il n'y avait rien d'illégitime à cela. Maintenant, permettez-moi de dire quand même qu'il y a quelque chose d'assez... Je suis vulgaire, mais dégueulasse, à voir ces gens se réunir et festoyer au moment où la décence nous devrait amener quand même à un petit peu de retenue quand on voit les horreurs qui ont été orchestrées en Israël. Donc je vois quand même dans cette concomitance quelque chose de tout à fait condamnable. Voilà. Et je vois avec d'autant plus de dureté la position aujourd'hui de la France insoumise qui révèle son vrai visage, c'est-à-dire celui aujourd'hui d'un parti qui assume d'être aux côtés des islamistes, qui refuse de dire que le Hamas est un groupe terroriste parce qu'il ne veut pas délégitimer son action politique. Est-ce qu'elle a une évolution politique ? Est-ce qu'on assiste, selon vous, à la montée de vote communautaire ? Je pense que ce vote, il est attesté depuis longtemps. Quand on regarde d'ailleurs, et c'est manifestement assez efficace, quand on regarde que près de 70% des musulmans en France ont voté pour... C'est un sondage de la Croix, 69%. Exactement, 69% pour être précis, ont voté pour Monsieur Mélenchon à l'élection présidentielle. Donc vous ne me faites pas croire qu'il n'y a pas un lien de cause à effet. Il y a des mouvements d'opinion étonnants. L'élection des Français en Israël, n'est-ce pas ? Au premier tour de l'élection présidentielle, la dernière, le vote qui est favorisé, votre candidat, Éric Zemmour. On voit que les Français d'Israël ont porté Éric Zemmour en tête du premier tour à des chiffres tout à fait exceptionnels. Là aussi, on a l'impression qu'il y a eu comme un réflexe de communauté. Mais pour une raison simple, c'est que les Français, une fois plus de confession juive, sont les premiers menacés, se sentent les premiers menacés par la question de l'islamisme, que beaucoup, depuis longtemps, ont dû quitter leur département d'origine. Je pense notamment à la Seine-Saint-Denis, qui connaissait par le passé une grande communauté juive. D'ailleurs, Éric Zemmour lui-même est né et a grandi en Seine-Saint-Denis, parce que la cohabitation multiculturelle n'était plus possible. Et quand en parallèle, il voit la situation géopolitique et l'évolution de la géopolitique, d'ailleurs, dans le conflit israélo-palestinien, parce qu'il y a 50 ans, quand nous étions dans la guerre de Kippour, nous étions dans un conflit qui était un conflit territorial, avec la Syrie qui voulait récupérer le plateau de Golan, avec l'Égypte qui voulait récupérer la péninsule du Sinaï. Nous avons muté vers un conflit islamiste, où la question palestinienne est dépassée par cette question du djihad international, où le Hamas est l'un des porte-voix parmi bien d'autres. Mais il n'y a pas que des islamistes chez les Palestiniens. Chez les Hamas, oui, le Hamas, bien sûr. Mais il y a aussi une autorité palestinienne, elle a d'autres problèmes, elle est très corrompue, ça c'est un autre problème, mais corrompue et qui malheureusement n'est plus très audible. Elle n'est pas pour le djihad. Il est évident. Soyons précis là-dessus, le président de la République hier disait il faut 2 États. Le but c'est quand même qu'il y ait 2 États côte à côte, un jour, c'est très loin, ça tout le monde le voit bien, mais État palestinien et État israélien. Est-ce que vous y êtes favorable ? Alors, c'est d'autant plus loin que si demain un État palestinien se crée, c'est un califat qui se crée au regard aujourd'hui de la force. Là, vous avancez un peu. La Cisjordanie n'est pas tenue par le Hamas. La force du Hamas et le soutien actuel par la population du Hamas. Mais sur le principe, moi, j'ai aucun problème. J'ai toujours eu la même position. Je considère, pour des raisons légitimes, à la fois historiques, mais aussi pour la sécurité d'Israël, qu'il faut un État palestinien, parce que c'est la seule manière de garantir de manière durable et efficace la sécurité d'Israël, plutôt que des poches comme ça éruptives d'islamistes telles que nous le voyons aujourd'hui avec le Hamas, qui ne permettent pas évidemment de stabiliser la situation. Non, Machal, là on entre dans quelque chose de très sensible, mais est-ce qu'on a un mouvement de fond de la société française ? Est-ce que les Français de confession juive, pas tous évidemment, mais une grande partie d'entre eux,
ont changé à votre égard et vous, à leur égard? Vous venez d'une famille, votre grand-père, évidemment, c'était le point de détail de l'histoire, du rafour crématoire. Il a incarné pour beaucoup de Français de confession C'est juive, pas que ça, loin de bien là. sûr, il a incarné tout de même un danger. Vous en convenez? C'était notamment d'ailleurs la prophétie de tout ce qui nous arrive aujourd'hui, hein, parce qu'il a été l'un des rares d'ailleurs sous l'opprobre à annoncer. D'ailleurs, les Vous changez de conséquences sujet. de l'immigration. Non, mais je ne change Vous pas, changez de sujet. je remets les choses, Oui. je Mais- rends justice. Alors, Voilà. Parlons du premier sujet. Soyons justes. Il Maintenant, ce qui incarnait, est vrai, il incarnait pour beaucoup de les Français de choses- confession alors, juive. je vais Est-ce vous que dire- ça a Je changé? vais vous dire la manière dont je le ressens, et quand d'ailleurs je vois les témoignages de ces mamans qui me bouleversent, parce que moi j'ai l'impression d'être à leur place et j'ai la même angoisse pour ma fille. Quand les Français voient la situation en Israël, je pense que pendant longtemps les Français ont perçu la situation israélo-palestinienne comme une situation propre, singulière, à part, qui avait ses propres contingences géopolitiques et historiques. Là, il y a eu un tournant pour moi depuis quelques jours. Ça veut dire que les Français se sont dit, d'ailleurs, après le Bataclan, après tous les drames que nous avons vécus, nous avons été avant, mais c'est ce qui va nous arriver demain. C'est ce qui peut nous arriver demain. Il y a une projection. Voilà. Donc, ce qui est indéniable, c'est qu'il y a une accélération d'une prise de conscience qui déjà date de quelques années et qui est particulièrement vive, c'est vrai, chez nos compatriotes de confession juive, pour toutes les raisons évidentes qui font qu'ils sont des cibles prioritaires et qui font qu'aujourd'hui, d'ailleurs, une fois de plus, il n'y a presque plus de débat entre les Français, quel que soit d'ailleurs leur courant politique, sur la question de l'immigration et sur la question même de l'islam au sens plus large et de la compatibilité de l'islam avec nos valeurs européennes. La démographie, est-ce qu'elle est? En réalité, les musulmans de France, les Français de confession musulmane sont français, tout autant que vous? Ils sont français. Je pense que d'ailleurs un certain nombre forcément déplorent cette avancée de l'islamisme, en eux aussi victimes, disons-le. Comment est-ce que vous vous adressez à eux ce soir? De la manière la plus claire possible, en disant voilà, soyez clairement aux côtés de ceux qui aujourd'hui luttent contre le Hamas, les frères musulmans, le fondamentalisme. Soyez lucides aussi sur le fait que même si vous êtes issus de l'immigration, nous n'avons plus les moyens d'accueillir d'autres personnes. Parce que si vous voulez que vos enfants puissent grandir dans de bonnes conditions sociales, économiques, culturelles, sécuritaires dans notre pays, eh bien, il faut arrêter l'immigration. Donc, il ne faut pas avoir de réflexe, si je puis dire, simplement communautaire. Et surtout, porter, j'ai envie de dire, la bonne parole auprès de tous ceux que vous sentez fragiles. Parce que le problème aujourd'hui, c'est que tous ces réseaux islamistes gangrènent toute la jeune génération. On le voit dans les sondages qui ont été très souvent faits auprès des jeunesses musulmanes de notre pays, où une majorité aujourd'hui considère que les lois de la charia sont au-dessus des lois de la République. Et d'assumer à un moment donné que nous sommes dans un pays qui est non seulement un pays laïque, mais qui est aussi un pays avec une identité propre. Voilà. Et son identité propre, elle l'épuise aussi dans ses racines chrétiennes, et qu'à ce titre, eh bien, il faut être capable de se conformer aussi à un certain nombre de mœurs qui nous sont propres, et qu'il n'y aura de cohésion et d'harmonie dans la société que si nous renonçons au multiculturalisme et que nous avançons vers la défense de l'identité. Sur notre antenne, il y a quelques semaines, par exemple, le ministre des Affaires étrangères italienne disait « Moi, je suis pour qu'on décrète l'Europe, que les racines judéo-chrétiennes de l'Europe ». Vous l'avez souvent dit pour la France. Alors, ce sont des mots. Qu'est-ce que ça changerait ? Ça change beaucoup de choses. D'ailleurs, c'est un refus qu'avait fait il y a 20 ans cela Jacques Chirac à Rome précisément. Il s'était opposé à ce que les racines chrétiennes soient inscrites dans la Constitution de l'Union européenne. Mais qu'est-ce que ça changerait ? Et je le déplore parce que ça changerait très concrètement le fait que nous puissions afficher et défendre de manière beaucoup plus ouverte et décomplexée la dimension culturelle chrétienne de la France et de l'Europe, qui est aujourd'hui très souvent combattue et interdite par un certain nombre de tribunaux et de jurisprudences qui nous interdisent même de mettre des crèches à Noël dans nos établissements publics. C'est aussi envoyer un signal très fort de dire attention, la France n'est pas multiculturelle. La France, elle a une histoire, elle a un passé qui s'inscrit dans les racines chrétiennes, et cette culture-là, elle a une prééminence sur les autres. Voilà. Et donc, il faut accepter qu'elle soit plus visible et que les autres, tout en étant d'ailleurs musulmans, puissent adhérer à cette culture qui a aussi cette connotation chrétienne. Marion Maréchal, on va recevoir Arnaud Klarsfeld dans un instant. D'ailleurs, ce sera intéressant de voir le regard d'Arnaud Klarsfeld, connaissant aussi son histoire familiale sur ce que vous venez de dire, et sur les liens nouveaux, pas chez tous les Français de confession juive, mais c'est une partie des Français de confession juive, et peut-être avec ce que vous représentez, mais d'abord ce qui se passe en ce moment en Israël et à Gaza. Ce sont les évacuations d'un certain nombre de gens de Gaza. Un ultimatum a été lancé par Israël. On voit la dureté des bombardements, ultimatum de 24 heures pour qu'un certain nombre de Palestiniens de Gaza descendent vers le sud. Israël, on va entendre dans quelques instants Ehud Barak, l'ancien Premier ministre, ne cache pas qu'il y aura des morts civiles, estimant notamment que le Hamas cache
utilise comme bouclier humain aussi des civils palestiniens. Est-ce que vous approuvez à 100% l'attitude israélienne, y compris dans sa dureté assumée ? Alors déjà, moi, je ne suis pas le porte-parole du gouvernement israélien, donc je ne suis pas à leur place. Je comprends la volonté de riposte ferme et forte pour défendre leur population. Maintenant, je pense que la responsabilité d'un État démocratique comme Israël, c'est de défendre sa population, mais c'est aussi de faire en sorte qu'il y ait, bien sûr, qu'il n'y ait pas une punition collective des populations palestiniennes. Ça veut dire quoi ? Si on est très concret, pardon, je vous lis ce que dit le ministre de l'Énergie, Israël Katz. L'aide humanitaire à Gaza, pour l'interrogation, aucun interrupteur électrique ne sera allumé, aucun robinet d'eau ne sera ouvert, aucun camion de carburant n'entrera tant que les Israéliens enlevés ne seront pas rentrés chez eux. De fait, c'est exactement ce que vous dites. Je viens de vous dire à l'instant que voilà, l'équilibre est extrêmement complexe. Vous l'avez rappelé, le Hamas se sert des populations comme bouclier. Et alors, par exemple, là, attendez, laissez-moi finir. J'arrive pas à finir de mots. J'allais vous emmener. Non, mais j'allais vous emmener exactement là où vous voulez que j'aille. J'y vais. Après, je vous laisse. J'y vais. C'est-à-dire que voilà, vous me faites perdre le fil de ma pensée. Oui, ça fait court. En l'occurrence, oui. Donc la responsabilité d'Israël, c'est bien sûr de riposter, mais aussi de faire en sorte que les dégâts sur la population civile soient les plus limités. Une punition collective ne peut pas être acceptable. Là, c'est une punition collective. Donc, je vais vous dire, moi, je suis pas à l'aise, je vais vous le dire franchement, avec l'idée de priver d'eau et de nourriture une population civile dont on sait d'ailleurs que la moitié sont des enfants de moins de 15 ans. Voilà, donc il est indéniable que la riposte, certes, il faudrait probablement quand même accepter qu'il puisse y avoir un corridor humanitaire sur Rafat pour permettre que les soins les plus élémentaires puissent être prodigués aux éventuels blessés d'ailleurs de cette riposte. Maintenant, je sais que la réponse est extrêmement complexe et que malheureusement dans une guerre, il y aura des dégâts des deux côtés et c'est... Marion Maréchal, plus profondément que ça, là on parle vraiment presque de représentation politique. Il fut un temps où beaucoup de gens dans votre parti considéraient que la Russie était en quelque sorte un allié de la défense de l'Occident. Vous le pensez encore ? Non, mais ce qui a été pensé, comme d'ailleurs par le général de Gaulle, comme un certain nombre de responsables. Vous pouvez invoquer le général de Gaulle, là je vous parle de vous. Je sais, vois très bien l'accusation que vous essayez de mettre. C'est pas une accusation, c'est une question. Mais je veux dire, ça a été d'ailleurs une géopolitique et une diplomatie relativement constante. Vous le pensez toujours ? Vous l'accordez ? Je l'ai pensé. J'ai pensé, maintenant la bascule du monde est telle, les renversements géopolitiques sont tels. Vous parlez au passé composé, mais maintenant. Les deux blocs, c'est ce que je viens de vous dire. Je dis, je l'ai pensé. Malheureusement, je ne considère plus aujourd'hui que la Russie puisse être à terme un allié pour toutes les raisons que nous constatons en Ukraine, que nous voyons aujourd'hui dans l'alignement d'un certain nombre de pays contre ce qu'ils considèrent être l'Occident. Mais je l'ai cru et je l'ai espéré et j'aurais souhaité qu'il en fût autrement d'ailleurs. Est-ce que d'une certaine manière, vous le pensez aujourd'hui pour Israël ? Pour d'autres raisons, on ne mélange pas les deux sujets, mais est-ce que vous considérez qu'Israël est une sorte de rempart contre... Certains le disent, beaucoup de juifs de France d'ailleurs le disent ou le pensent, rempart de la démocratie, de l'Occident, on peut tourner ça comme vous. Est-ce que vous pensez cela ? Israël est un pays démocratique, ce qui est quand même relativement rare dans la région, il faut quand même le dire. Israël est évidemment proche à certains égards d'un certain nombre de valeurs qui nous unissent en Europe. Donc c'est un pays avec qui nous avons un rapport privilégié, comme nous aurions dû et nous devrions encore avoir un rapport privilégié avec l'Arménie, comme nous aurions dû continuer d'avoir un rapport privilégié même fut un temps avec le Liban. Et nous n'avons pas toujours été aux côtés de ces pays et c'est regrettable parce que s'ils sont aujourd'hui dans une situation de chaos, de guerre, de tension et de rétractation d'ailleurs justement d'un certain nombre de ces valeurs, c'est aussi parce que nous n'avons pas toujours eu une géopolitique très, très claire. Voilà. Un mot encore là-dessus. Vous savez très bien qu'un certain nombre, cette fois on parle de vos adversaires, vont vous résumer en disant c'est un peu tous contre les Arabes. C'est comme ça que, à tort ou à raison, ils considéreront que vous... Je veux dire, la gauche qui, elle, est tous avec le Hamas, c'est ça ? Oui, d'accord. Non, mais je trouve ça c'est évidemment ridicule. C'est contre l'islamisme, contre l'immigration incontrôlée, contre les djihadistes. Ça, oui, indéniablement. Mais je sais que, en l'occurrence, les Français d'origine arabe, qui sont conscients de la situation parce qu'ils l'ont peut-être parfois même vécu dans leur pays et en ont été victimes, sauront faire la part des choses.